Comment un royaume contraint de verser 50 000 pièces d'or par an pendant près d'un siècle s'est-il soudainement libéré du joug de l'empire le plus redouté du monde? Imaginez ceci. Pendant 100 ans, le fier royaume de Géorgie a plié le genou devant ses suzerains mongols. Il a vu génération après génération de ses meilleurs guerriers partir combattre dans des guerres étrangères qu'ils n'avaient jamais choisies. Le seul tribut annuel vaudrait aujourd'hui environ 30 millions de dollars. Des nobles géorgiens ont été exécutés pour le moindre soupçon de rébellion. Leurs châteaux fortifiés furent réduits en ruines. Leur reine fut forcée de fuir sa propre capitale. Pourtant, en l'an 1327, un seul roi géorgien exploitera un moment de faiblesse pour entreprendre la tâche impossible de libérer sa patrie. Mais voici le rebondissement. Il ne le fera pas par une seule bataille glorieuse. Au lieu de cela, il emploiera quelque chose de bien plus dangereux et astucieux. Il utilisera une diplomatie patiente et calculée, soutenue par une volonté de fer. Les Mongols ignoraient en eux que leurs propres divisions internes offriraient l'occasion au roi le plus brillant de Géorgie de changer le cours de l'histoire pour toujours. Pour comprendre l'ampleur de ce que George V le Brillant a accompli, il faut saisir à quel point l'Empire mongol était terrifiant pour la Géorgie et toute la région du Caucase. Lorsque les généraux mongols Subutai et Djébé apparurent pour la première fois aux frontières chasse de la Géorgie à l'automne de 1220, le royaume de Géorgie était à son apogée. C'était une fière nation chrétienne dominant la majeure partie du Caucase et des régions d'Arménie. Les Géorgiens alignaient environ 60 000 soldats. Parmi eux se trouvaient des des chevaliers lourdement armés qui s'étaient engagés à rejoindre la 5e croisade. C'étaient des guerriers aguerris qui avaient tenu leur royaume montagneux pendant des siècles. Cependant, sur la rivière Kotman, lors de la bataille de Kunan, 20 000 cavaliers mongols anéantirent complètement cette armée géorgiano-arménienne. Le roi George IV fut grièvement blessé à la poitrine. La fleur de la noblesse géorgienne gisait morte sur le champ de bataille. Il ne s'agissait alors que de la force de reconnaissance. Les Mongols n'essayaient même pas encore de conquérir la Géorgie. Ils ne faisaient que traverser en chassant le Shah de Khwarezm en fuite. Imaginez l'impact psychologique. Votre meilleure armée, dirigée par votre roi, fut anéanti par ce que les Mongols considéraient comme une petite troupe de pillards. Lorsqu'ils revinrent en janvier 1221 avec la même force, ils ravagèrent la campagne à leur guise. Ils vainquirent à nouveau les défenseurs géorgiens à Bardav. Le schéma était clair. La cavalerie lourde géorgienne, aussi brave et bien équipée soit-elle, ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec la mobilité et les tactiques mongoles. Mais la véritable dévastation vint plus tard. Avant l'invasion mongole complète, la Géorgie dut faire face à un ennemi tout aussi destructeur. Il s'agissait de Jalal ad-Din Mingburnu, le Shah réfugié de Khwarezm. En 1225, il exigea le soutien géorgien pour sa guerre contre les Mongols. Lorsque la Géorgie refusa, les forces de Mingburnu dévastèrent le royaume. Elles détruisirent une grande partie de son infrastructure et de sa force militaire. Cela laissa la Géorgie fatalement affaiblie pour ce qui allait suivre. En 1236, le commandant mongol Shorma Khan mena une force d'invasion massive contre la Géorgie et ses vassaux arméniens. Ce n'était pas un raid, c'était une conquête. La plupart des nobles géorgiens, qui détenaient des forteresses frontalières, se rendirent immédiatement ou s'enfuirent dans les montagnes. La reine Rusudan, qui régnait après son frère George IV, fut contrainte d'évacuer la capitale Tbilissi et de fuir vers l'ouest, à Kutaïssi. La Géorgie orientale, le cœur du royaume, tomba sous le contrôle de nobles géorgiens qui firent la paix. Ils firent la paix avec les envahisseurs et acceptèrent de payer tribut. Un seul grand noble résista. C'était Iwane Jakelitsikishvreli, prince de Samtskhe. Ces vastes territoires furent terriblement dévastés, selon les sources contemporaines. En 1238, même lui dut se soumettre. En 1243, la Géorgie reconnut officiellement le Grand Khan comme suzerain. Elle accepta de payer un tribut annuel de 50 000 pièces d'or.
Elle devait aussi fournir des troupes pour les interminables campagnes mongoles. Pendant les 90 années suivantes, les soldats géorgiens moururent dans les guerres mongoles à travers l'Asie. Pendant ce temps, leur royaume saignait sa richesse dans les coffres mongols. Le système de contrôle mongol était brutalement efficace. Il était conçu pour empêcher précisément ce que George V allait finalement accomplir. Il n'avait pas besoin de stationner d'énormes garnisons partout. Il montait simplement les nobles géorgiens les uns contre les autres. Il faisait des exemples de quiconque se rebellait. En 1266, le prince Sargis Jakeli de Samtske reçut une protection spéciale du khan mongol Abaka. Cela le rendait effectivement indépendant de la couronne géorgienne. C'était intentionnel. En divisant la Géorgie en centres de pouvoir concurrents, le royaume ne pourrait jamais s'unir contre ses maîtres mongols. Lorsque le roi Démètre II, surnommé le Dévoué, tenta de reconstruire le pouvoir géorgien par des manœuvres prudentes dans la politique de la cour ilkhanide, les Mongols le soupçonnèrent de comploter contre Arghun Khan. Pour sauver la Géorgie de l'invasion, Démètre accepta de se rendre et d'être exécuté. Réfléchissez-y. Un roi sacrifiait sa propre vie simplement pour empêcher une autre expédition punitive mongole dévastatrice. Après sa mort en 1289, le royaume sombra dans une quasi-anarchie. La Géorgie occidentale conserva une indépendance précaire. Cependant, la Géorgie orientale souffrit sous de lourds tributs et un chaos politique. Plusieurs rois rivaux revendiquèrent l'autorité. Chacun était soutenu par différentes factions mongoles. Ce fut l'heure la plus sombre de l'histoire géorgienne. Un royaume autrefois puissant était réduit à une collection de petits princes querelleurs. Il saignait sa richesse et ses guerriers pour servir des maîtres étrangers. Dans ce royaume brisé, en 1286, naquit Georges, fils du roi martyr Démètre II. Mais l'enfance de Georges fut tout sauf royale. Après l'exécution de son père par les Mongols en 1289, le prince de 3 ans fut emmené à Samtske. Il fut élevé à la cour de son grand-père maternel, Beka Ier Jakeli. Cela lui sauva probablement la vie. Cela signifiait aussi que Georges grandit en observant sa patrie depuis la périphérie. Il apprit la patience et l'art de la survie dans un monde où les rois étaient faits et défaits au gré des Mongols. En 1299, alors que Georges n'avait que 13 ans, le khan Ilkhani de Gazan l'installa comme souverain fantoche. Il s'opposait alors au propre frère aîné de Georges, le roi rebelle David Witt. Mais l'autorité de Georges ne s'étendait qu'à la capitale Tbilissi, protégée par les Mongols. C'était une petite enclave dans un royaume divisé. Les nobles géorgiens le surnommaient avec dérision le « roi fantôme de Tbilissi ». Il avait le titre, mais aucun pouvoir. C'était un chef de file adolescent dans une capitale occupée par des troupes mongoles. Cette période humiliante dura jusqu'en 1302, lorsqu'il fut remplacé par un autre frère, Vakhtang III. Pendant 12 ans, Georges fut mis de côté. Il regarda ses frères échouer à restaurer la Géorgie. Le royaume continuait son lent déclin sous l'exploitation mongole. Tout changea en 1314. Les 2 frères aînés de Georges, David et Vakhtang, étaient morts. Georges devint régent pour le fils de David, Georges VI. Lorsque le jeune héritier mourut en 1313, Georges V fut finalement couronné roi pour la 2e fois à l'âge de 28 ans. Mais il hérita d'un cauchemar. C'était un royaume divisé en 3 parties. Les nobles se considéraient indépendants de l'autorité royale. L'économie était épuisée par des décennies de tribus. Des surveillants mongols étaient prêts à écraser toute tentative de résistance. La plupart des hommes auraient désespéré. Georges V y vit une opportunité. Il avait compris quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient pas saisi. On ne pouvait pas vaincre les Mongols par une rébellion ouverte. Il fallait d'abord se rendre utile à eux. Georges avait initialement promis fidélité à l'Ilkhan Oljaitu. Il commença un programme prudent de réunification des territoires géorgiens, mais toujours avec l'approbation mongole. Il cultiva une amitié essentielle avec l'Amir Chupan.
C'était le noble le plus puissant de l'île Khanat et le dirigeant de facto derrière le jeune Khan Abu Saïd. Chupan était brillant, impitoyable. Il détenait plus de pouvoir réel que le Khan lui-même. Georges se rendit indispensable à Chupan. En 1315, Georges mena des forces auxiliaires géorgiennes pour aider à réprimer une révolte anti-mongole en Asie mineure. Ce serait la dernière fois que les Géorgiens combattraient dans les rangs mongols. Mais les Mongols ne le savaient pas encore. En 1319, lorsque le commandant mongol Kurumishi, qui était le gouverneur militaire de la Géorgie elle-même, tenta de se rebeller et de faire sécession de l'île Khanat, Georges refusa de le rejoindre. Au lieu de cela, Georges aida Chupan à écraser la rébellion. En apparence, cela ressemblait à une collaboration. En réalité, Georges jouait un jeu plus profond. Il éliminait les centres de pouvoir rivaux en Géorgie. Il prouvait sa loyauté aux Mongols. Il attendait le bon moment. Ce moment vint d'une direction inattendue. Ce fut une obsession romantique qui allait détruire l'île Khanat de l'intérieur. Le jeune Khan Abu Saïd tomba éperdument amoureux de Bagdad Khatun, l'une des filles de Chupan. Le problème était qu'elle était déjà mariée à Hassan Buzurg, un autre puissant noble mongol. Chupan tenta de tenir Abu Saïd éloigné de sa fille. Il comprenait le danger politique. Cependant, le jeune Khan devint de plus en plus imprévisible et rancunier envers le pouvoir de Chupan. Le 25 août 1327, Abu Saïd passa à l'action. Il fit tuer le fils de Chupan, Damask Khaja. Le prétexte était une conduite inappropriée avec une ancienne concubine. La véritable raison était une déclaration de guerre contre Chupan lui-même. L'homme le plus puissant de l'île Khanat se retrouva soudainement ciblé par son propre Khan. Chupan marcha vers Abu Saïd avec son armée, cherchant à se venger du meurtre de son fils. Mais près de Ray, de nombreux émirs de Chupan le désertèrent. Ils emmenèrent 30 000 soldats du côté d'Abu Saïd. Chupan s'enfuit à Herat. Là, le souverain Khartid Ghiyath-ud-Din l'étrangla sur ordre d'Abu Saïd en 1327. L'homme qui avait maintenu l'île Khanat unie pendant 10 ans était mort. Il avait vaincu les invasions de la Horde d'Or et écrasé les rébellions à travers l'Empire. Ses fils furent traqués et tués. Toute la faction de Chupanidés fut détruite. Georges V observa ces événements avec l'œil aiguisé d'un maître d'échecs, voyant la position de son adversaire s'effondrer. Chupan avait été son ami, son protecteur. C'était l'homme qui l'avait aidé à consolider le pouvoir en Géorgie. Mais la mort de Chupan signifiait quelque chose de bien plus important. L'île Khanat se déchirait de l'intérieur. Abu Saïd était jeune et faible. Il venait d'éliminer son administrateur et général, le plus compétent. Les factions internes de l'Empire, les Chupanides et les Jalayirides, étaient désormais engagés dans une lutte à mort. Georges comprit que c'était l'ouverture qu'il attendait depuis toute sa vie, mais il ne se précipita pas. Entre 1327 et 1329, Georges consolida d'abord soigneusement sa position en Géorgie. Il avait déjà réunifié une grande partie du royaume. Il avait ramené des régions rebelles comme la Kakhétie-Hérétie et des parties de l'Arménie sous le contrôle de la couronne. En 1320, il avait chassé les Alains maraudeurs de la ville de Gori. Il les avait forcés à retourner dans les montagnes du Caucase, montrant qu'ils pouvaient défendre le territoire géorgien. Maintenant, après la mort de Chupan, Georges se tourna contre ses opposants internes restants. Le timing était parfait. Les Mongols étaient trop distraits par leur propre guerre civile pour interférer dans les affaires intérieures géorgiennes. Georges convoqua les nobles de l'opposition, qui étaient restés semi-indépendants grâce au patronage mongol, au mont Tsivi. Là, sous prétexte de célébrer une victoire sur des ennemis extérieurs, il les massacra. Ce fut brutal, mais nécessaire. La Géorgie devait parler d'une seule voix lorsqu'elle affronterait finalement les Mongols. En 1329, Georges était prêt pour la phase suivante. Il assiégea Koutaïssi en Géorgie occidentale. Il réduisit le roi local, Bagrat Ier le Petit, à un prince vassal. Cela réunit la Géorgie occidentale et orientale pour la première fois en plusieurs décennies. En 1334, son oncle Sargis II Jakeli
prince de Samtske, mourut. Georges se rendit alors à Samtske. Il confirma le fils de Sargis, Kvarkvar, comme prince. Cependant, le prince Kvarkvar fut placé sous une ferme autorité royale. Le Samtske, virtuellement indépendant depuis 1266, fut de nouveau sous contrôle géorgien. Le royaume était à nouveau entier. Vint ensuite la partie la plus audacieuse. Georges cessa tout simplement de payer tribut aux Mongols. Il n'y eut pas de bataille dramatique. Il n'y eut pas de résistance héroïque. Il s'arrêta, tout simplement. Quand les Mongols envoyèrent des représentants exigeant le paiement, Georges les refusa. L'année était 1335. Abou Saïd venait de mourir sans héritier. L'île Connat s'effondra dans un chaos complet. De multiples factions revendiquèrent le contrôle. Les Chobanides, les Jalayirides, ainsi que des gouverneurs locaux qui se déclarèrent indépendants. Personne en Perse n'avait le temps ou les ressources pour lancer une expédition majeure contre la Géorgie. Georges avait parfaitement choisi son moment. Il avait passé 21 ans comme roi. Durant cette période, il reconstruisit soigneusement la force géorgienne. Il élimina l'opposition interne et cultiva des relations avec les factions mongoles. Georges attendait le bon moment. Lorsque ce moment arriva, il le saisit sans hésitation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Mongols n'abandonnèrent pas la Géorgie pour autant. Tout au long des années 1330 et 1340, divers États successeurs mongols organisèrent des campagnes. Ils voulaient restaurer leur domination sur la Géorgie. Ils échouèrent. La raison en est que Georges avait fondamentalement changé la structure militaire et politique de la Géorgie. Il émit de nouvelles pièces géorgiennes, remplaçant la monnaie ilkhanide qui avait circulé pendant des décennies. Entre 1325 et 1338, il élabora 2 codes de loi majeurs. L'un régissait les relations à la cour royale. L'autre fut conçu pour gouverner les districts montagneux reculés. C'est là que la résistance avait toujours été la plus forte. Ce n'étaient pas seulement des documents juridiques, mais aussi des déclarations de souveraineté. Georges restaura les systèmes administratifs, lesquels avaient été minés sous la domination mongole. Il créa une base économique stable. Pour cela, il favorisa les liens commerciaux avec l'Empire byzantin, Gênes et Venise, via leur port de la mer Noire. Les marchandises géorgiennes recommencèrent à affluer vers l'ouest. La richesse du royaume, pour la première fois en un siècle, resta en Géorgie. Georges mena une campagne diplomatique agressive. Cela isola les ennemis de la Géorgie et bâtit de nouvelles alliances. Il organisa 2 ambassades auprès du sultanat mamelouk d'Égypte en 1316 et 1320. Grâce à cela, les Géorgiens reçurent le droit d'entrer librement à Jérusalem. Ils eurent aussi la permission de restaurer les monastères géorgiens. Ces monastères étaient situés à Jérusalem et au mont Sinaï. C'était une réalisation énorme. Les Mamelouks étaient les ennemis des Mongols. Georges établissait des relations avec eux. Le roi restait alors nominalement sous contrôle mongol. Il correspondit avec le pape Jean XXII à Rome. Le Vatican déplaça alors le siège épiscopal catholique de Smyrne à Tbilissi. Cette décision reconnaissait l'importance de la Géorgie dans la lutte contre la domination mongole. Georges eut des relations diplomatiques avec Philippe VI de France. Il offrit de fournir 30 000 soldats géorgiens pour une croisade. Cette croisade visait à libérer les terres saintes de Syrie-Palestine. Cette campagne n'eut jamais lieu, mais l'offre démontra que la Géorgie était redevenue une puissance régionale majeure. En 1338 et 1339, Georges conquit même l'Ossétie. Il étendit le contrôle géorgien sur le Caucase du Nord. Des États successeurs mongols envoyèrent des forces à la frontière géorgienne. Des preuves numismatiques suggèrent qu'environ 10 000 soldats mongols y furent déployés. Cependant, ils ne réussirent jamais à réimposer l'autorité mongole. La Géorgie s'était libérée. Le coût humain d'un siècle de domination mongole en Géorgie fut stupéfiant. Des dizaines de milliers de guerriers géorgiens étaient morts lors des campagnes mongoles.
de la Chine à la Syrie. Le royaume avait payé environ 5 millions de pièces d'or en tribut sur 90 ans. Cette richesse aurait pu servir à construire des villes, des universités et des fortifications. Des familles nobles entières avaient été exterminées pour avoir résisté. La reine Rouzoudan mourut en exil en 1245, après des années d'humiliation. Le roi Démètre II avait littéralement sacrifié sa vie pour empêcher une invasion punitive. Les églises et les monastères avaient été taxés jusqu'à la pauvreté. La population avait diminué, car les gens fuyaient vers les montagnes ou les royaumes voisins. La culture géorgienne avait survécu, magnifique fusion du christianisme byzantin, de l'influence perse et des traditions caucasiennes indigènes. Cependant, elle avait été profondément meurtrie. Pourtant, grâce au génie patient de George V, la Géorgie avait non seulement survécu, mais en était ressortie plus forte. Au moment de la mort de George en 1346, la Géorgie était unifiée, prospère et respectée internationalement. Le prestige politique de la monarchie géorgienne avait atteint des sommets. Ces sommets n'avaient sans doute pas été vus depuis avant la première invasion mongole, survenue en 1220. Pensez à ce qui aurait pu être perdu si George V avait échoué. La position unique de la Géorgie, en tant que royaume chrétien du Caucase, aurait probablement été effacée. Ce royaume maintenait la foi orthodoxe et les traditions culturelles byzantines, tout en étant entouré d'empires musulmans. La langue et la littérature géorgienne, déjà florissantes au XIIe siècle lors de l'âge d'or, auraient pu être supprimées. C'est ce qui était arrivé à de nombreux peuples conquis par les Mongols. Les trésors architecturaux, ces monastères de montagne servant de dépôt de savoir et de culture, auraient pu être systématiquement détruits. Les Mongols avaient détruit les bibliothèques de Bagdad et les savants d'Ispahan. Si George V avait tenté les mêmes rébellions que ses prédécesseurs, la Géorgie aurait été de nouveau écrasée. Une confrontation militaire directe en 1314 ou 1320 aurait eu cet effet. Le royaume ne s'en serait probablement jamais remis. Le royaume était trop faible. Les Mongols étaient encore trop forts. La Géorgie serait restée fragmentée. Elle aurait été comme les petits États issus du sultanat seldjoukide brisé. Le pays ne serait plus jamais devenu une nation unifiée. L'identité géorgienne elle-même fut forgée à travers des siècles. Elle maintint le christianisme et l'indépendance dans une région hostile. Elle aurait pu se dissoudre dans le monde mongol islamique plus vaste. Au lieu de cela, le génie de George V résida dans la compréhension que le timing était primordial. Il se rendit utile aux Mongols quand ils étaient forts. Puis il frappa quand ils étaient faibles. Il élimina les divisions internes avant de défier les ennemis externes. Il bâtit des réseaux économiques et diplomatiques qui rendirent la Géorgie précieuse aux puissances européennes et du Moyen-Orient. Plus important encore, il n'agit jamais par impatience ou par orgueil. Il attendit 21 ans comme roi pour le moment parfait. Quand ce moment arriva, il n'eut pas besoin d'une grande bataille. Il cessa simplement de coopérer. L'île Connaught, en ruine, ne put rien y faire. George V mourut en 1346 et fut enterré au monastère de Gélati. Le peuple géorgien reconnaissant lui donna l'épithète de brillant. Ce titre était amplement mérité. Les historiens géorgiens et étrangers ont loué son règne comme l'un des plus grands de l'histoire géorgienne. Il récupéra la Géorgie après un siècle de domination mongole. Il ne le fit pas par des charges de cavalerie héroïques. Il ne le fit pas non plus par des dernières résistances désespérées. Georges y parvint par une diplomatie patiente. Il établit une amitié stratégique avec les bons nobles mongols. Il élimina brutalement l'opposition interne. Le roi eut un timing parfait pour exploiter la faiblesse de ses ennemis. Son héritage s'étendit bien au-delà de sa propre vie. La Géorgie maintint son indépendance. Elle accrut même son influence. Cela dura jusqu'aux invasions dévastatrices de Tamerlan à la fin du XIVe siècle. Le royaume qu'il restaura, bien qu'il dût faire face à de nombreux autres défis, demeura un phare de la culture chrétienne dans le Caucase.
Cela dura jusqu'à son absorption finale par l'Empire russe en 1801. Mais pendant 450 ans après George V, la Géorgie maintint son identité, sa langue et sa foi. Ces acquis n'étaient en aucun cas garantis après un siècle de domination mongole. L'histoire de la manière dont la Géorgie chassa les Mongols après 100 ans nous enseigne quelque chose de profond sur la résistance et la survie. Parfois, l'acte le plus héroïque est la patience d'attendre le bon moment. C'est aussi la sagesse de savoir quand on est trop faible pour combattre. Enfin, c'est le courage de frapper de manière décisive lorsque l'occasion se présente. George V comprit que le véritable leadership signifie parfois servir ses ennemis tout en se préparant pour le jour où l'on peut les vaincre. Il joua la longue partie mieux que n'importe quel dirigeant de son époque. Ce faisant, il sauva un royaume et une culture. Ces derniers auraient pu être perdus pour l'histoire. Les Mongols avaient scindé conquis des empires de la Chine à la Pologne. Mais finalement, ils ne purent pas maintenir leur emprise sur la Géorgie. Un roi brillant avait compris que les empires, aussi puissants soient-ils, finissent par montrer des fissures. Et quand cela se produit, il faut être prêt. Merci beaucoup d'avoir suivi ce voyage à travers l'une des victoires stratégiques les plus impressionnantes, mais sous-estimées, de l'histoire médiévale. Si vous avez aimé apprendre comment la Géorgie s'est libérée du joug mongol par la patience et la brillance, plutôt que par de simples batailles, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Essayons d'atteindre 1000 mentions j'aime dans les 24 prochaines heures. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus d'histoires, de victoires inattendues et de génie stratégique de l'histoire. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi quelle bataille, guerre ou période historique vous voulez que je couvre ensuite. Devrions-nous explorer une autre défaite mongole, un siège médiéval, une alliance inattendue qui a changé l'histoire? Vos suggestions animent cette chaîne et je lis chaque commentaire. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas des armées les plus fortes. Elles viennent des esprits les plus patients.